أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا إبري الله. أما بعد. Ceci étant dit, alors juste, tac, là, je ferme, et moi ça m'énerve d'avoir un sticker éclaté au sol. Euh, Est-ce que là, je sais pas pourquoi les stickers ils sont comme ça. Bon, bref. Alors, on se retrouve pour ce nouveau cours euh, sur tout ce qui est lié aux sciences et à la culture au sens large de la civilisation musulmane. On est toujours sur euh, le, si je puis dire, les différentes formes d'enseignement, les différents lieux d'enseignement, etc. On verra peut-être un petit peu de pédagogie après, ou on passera sur autre chose, Inch'Allah. On verra. Donc là, après avoir vu les différents lieux d'enseignement que l'on pouvait trouver dans le monde musulman, on va parler aujourd'hui des subventions. Donc comment est-ce que euh, l'enseignement, ah, est-ce que je l'ai partagé là? Comment est-ce que l'enseignement a été financé, wa alaykoum salam, dans le monde musulman? Donc les koutab, comme on a vu la dernière fois, c'est l'équivalent des collèges, des lycées. C'est, en fait, vraiment, il y a une différence entre le koutab et la madrasa. Donc, le koutab, c'est l'équivalent du collège ou du lycée. Donc, généralement, au koutab, tu apprends les bases, le minima qui était obligatoire au niveau de connaître ta religion, donc le Coran, le fiqh, les choses technico-basiques, en fait, que tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Et généralement, la madrasa, c'est le lieu où tu as un enseignement, si je puis dire, qui est supérieur, donc l'équivalent des études supérieures, que ce soit dans les sciences religieuses ou que ce soit dans les sciences dites mondaines. Et même dans le Koutab, d'une certaine manière, tu avais des enseignements entre guillemets mondains. C'est pas uniquement, comme on pouvait le voir par exemple en Occident, où pendant un temps les écoles, c'était quasi uniquement des euh, cours théologiques. Dans le monde musulman, euh, dans le monde musulman, tu avais autant des mathématiques, ne serait-ce que juste pour calculer la zakat, de l'astronomie pour l'observation lunaire, pour l'observation lunaire, l'observation du, du cycle de la Lune, etc., pour calculer les mois.
savoir à quel moment, tel mois, on est dans tel mois, etc. À quel moment on est dans, à quel moment du mois on est. Et donc forcément, vu que il y a des dates spécifiques, vu qu'il y a des dates spécifiques au niveau de certains rites, de certaines dates importantes dans l'islam, du coup forcément, derrière, il faut savoir reconnaître ce, ce jour. Donc, dans les madrasas ou les kutab, on voyait différents lieux, on voyait différents lieux, pardon, on voyait différentes sciences, différentes matières qui sont utiles en fait au quotidien, mais à niveau différent. Il y a réellement cette hiérarchisation du parcours d'apprentissage en fonction de ton âge, de ton niveau, etc. Tout comme, si on prend l'équivalent avec aujourd'hui, tu vas pas, sur une matière similaire, tu ne verras pas la même chose, tu ne verras pas la chose aussi profonde quand tu es au collège ou au lycée, ou quand tu es en licence ou en master. Maintenant, le truc, c'est quoi? Lorsque tu as un lieu d'enseignement, comme aujourd'hui, hein, nos collèges, nos lycées, nos universités ont besoin de financement, ont besoin d'argent pour que ça fonctionne, pour payer les enseignants, etc. Du coup, la question, elle est où? La question, elle est justement de comment est-ce que tu finances, alaykoum salam, comment est-ce que tu finances les lieux d'enseignement? Donc le Koutab, donc comme on l'a vu, l'équivalent du collège-lycée, n'exigeait pas de grands fonds. Et les enseignements étaient généralement financés par les familles elles-mêmes qui tenaient à donner une éducation de base à leur progéniture, donc à leurs enfants. C'était des écoles gérées par les parents d'élèves qui avaient un droit de regard sur le contenu et les méthodes de l'enseignement. Dans les mosquées et les madaris, donc les universités, où l'organisation des études était plus systématique, tout enseignement était financé soit par le Waqf, donc le Waqf, euh, Amin Wayak, user, Amin Wayak. Donc, donc le Waqf, que tout ce que tu as dans ton cœur qui soit. Amin Yuki, à toi aussi mon frère. Donc le Waqf, comme on l'a vu la dernière fois, c'est plutôt un don de main morte. C'est généralement, tu vas laisser un bâtiment ou un terrain que tu vas laisser en gestion, en organisation pour la communauté. Et dont les bénéfices qui sont tirés de ce bâtiment ou de ce terrain, souvent quand on parle de terrain, on parle de terrain agricole, de terre agricole. En fait, les bénéfices qui sont tirés de ce terrain sont redistribués, sont répartis au sein pour la communauté, en fait. Et beaucoup de madrasas sont issus justement de Awqaf. Donc, un Waqf, des Awqaf. Et le truc, ce qu'il faut se dire, c'est quoi?
Ouais, on peut, en fait, principalement sur les live TikTok, euh, je diffuse en direct les cours les cours que je donne au niveau de l'histoire islamique, etc. Et après, si tu veux, tu as le serveur Telegram si tu veux regarder les cours qui ont été faits au préalable. Et si tu veux, si tu as des questions à poser ou quoi, ou que sais-je, euh, le mieux c'est de rejoindre le serveur Telegram, Inch'Allah. Il y a plus de tranquillité qu'ici sur TikTok. Ouais. Donc les AOCAF, généralement, euh, étaient très souvent utilisés justement pour la transmission du savoir. C'était très souvent des AOCAF qui aidaient justement, c'était justement des dons qui étaient faits pour que la transmission du savoir puisse être accessible le plus possible aux gens et que cette transmission du savoir soit généralisée. Maintenant, est-ce que il y a quand même des frais d'inscription, des frais de gestion? Comme on l'a vu la dernière fois, il y avait toute une vie qui s'organisait autour des madaris. Et toute cette vie organisationnelle, justement, était faite pour que les étudiants puissent dépenser un strict minimal d'argent, puissent avoir accès facilement à tout le matériel nécessaire pour leurs études et organiser, pouvoir rentrer des fonds pour l'organisation interne de la Madaris, payer les enseignants, avoir du matériel et des biens pour la gestion de la, comment je pourrais dire ça? La gestion de l'université. Mais mais sinon, de base, les locaux sont quasi systématiquement des locaux, en fait, publics. Ils sont laissés, en fait, on va dire, à la bonne gestion de la, de la société. Donc, ils consistaient, par exemple, en des marchés, des bains, des magasins, de l'immobilier de toutes sortes. C'était une source de revenus permanent pour l'entretien des universités. Pour les bourses, quand on parle des bourses, c'est les bourses aux étudiants, et pour la bonne marche des études. Aujourd'hui, dans certains pays avancés, on continue cette tradition et certaines universités privées fonctionnent avec des dons de particuliers. Et beaucoup d'États modernes cherchent à se décharger actuellement quant aux subventions de l'enseignement sur des mécènes collectifs ou individuels. Donc l'organisation des études. La durée des études dans les Koutab pouvait aller généralement de l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à 16 ou 18 ans. Après quoi, l'enseigné pouvait aller rejoindre les harakas ou les cercles des mosquées qui recevaient des étudiants de tout le monde musulman, ou bien un cycle de 4 années d'études à l'université qui le préparait à une fonction d'enseignant. De responsable administratif ou religieux, par exemple. Des congés étaient fixés de manière hebdomadaire et suivaient le rythme des fêtes religieuses. C'est surtout à l'intérieur des universités que l'enseignement fut organisé en cours, de disciplines diverses réparties dans des salles séparées.
C'est ainsi que se trouvaient renseignés euh, dans des salles, différentes sciences médicales, pharmaceutiques, les sciences de la langue, donc du langage, euh, les sciences religieuses, par exemple, le fiqh, l'exégèse, le hadith, etc. Euh, mais également des cours, mais également des cours de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sciences politiques, et différents cours qui sont apparus en fonction de l'évolution et de la structuration des différentes sciences dont on, des différentes sciences en fait et de l'évolution des différentes méthodologies qui ont connu le monde musulman. Donc maintenant, quels sont les différents acteurs de l'enseignement dans euh, le monde musulman? Donc, il y avait parmi les acteurs de l'enseignement, wa alaykoum salam, il y avait trois catégories. Donc, les enseignés, ceux qui reçoivent le savoir, les enseignants, ceux qui transmettent le savoir, et le personnel administratif. Donc, ceux qui sont plutôt dans la gestion et l'organisation des koutab ou des madaris. Et également de l'entretien de tout ce qui est l'entretien et le maintien du bâtiment. Donc les enseignés étaient de toutes les catégories sociales et de toutes les régions, la science n'étant pas réservée en islam à une élite quelconque. Le premier verset du Coran est une injonction pour l'apprentissage de la science adressée à tous les croyants sans distinction ni de race ni de sexe. Donc, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Les musulmans y répondirent en masse et généralisèrent l'enseignement à toutes les couches sociales et ethniques. Ce dernier fut accessible à tous et tout à chacun avait le droit de faire des études à la mosquée, qui était un lieu ouvert où les savants de renommée venaient professer devant un public à l'appartenance sociale et raciale hétérogène. Après, comme on l'avait vu aussi, de manière générale, euh, les assises dans les premiers temps de l'islam dans les mosquées ont petit à petit été limitées à certains types de cours. Et de manière générale, progressivement, la mosquée n'était plus réellement un lieu d'enseignement, c'était uniquement un lieu de ibada, donc des actes cultuels, et les assises étaient organisées, par exemple, dans des locaux annexes, donc des koutab ou des médersés. Donc généralement, euh, par exemple, les jeunes faisaient la prière du Fajr à la mosquée, et après, ils sortaient avec leur enseignant pour aller dans un petit local annexe, pour aller dans les assises d'enseignement, par exemple, du Coran. Et souvent, c'était soit un petit bâtiment à côté, soit une salle au sein même de la mosquée, en fonction de la taille de la mosquée. C'est pour éviter que la salle de prière collective ne soit, en fait, ne soit dérangée, entre guillemets, par par les cours. Où généralement, il y a des gens qui sont en retraite à la mosquée, qui, en plus de leur ibada, font du zikr, lisent du Coran, etc., ont besoin de cette tranquillité
de ce calme et de cette sérénité que propose la mosquée pour faire leur ibadah. Et du coup, progressivement, par exemple, les assises pour apprendre le Coran des jeunes ne se faisaient plus dans la salle elle-même de la mosquée, mais dans une salle annexe, où, s'il faisait beau, etc., pouvait se faire également dans la cour de la mosquée. Mais de manière générale, les assises d'enseignement, que ce soit du Coran, du Hadith, etc., ne se faisaient plus dans la salle même de la mosquée. Restaient dans l'enceinte, mais ne se faisaient plus dans la salle dédiée à la prière ou aux différentes ibadah. Donc, lorsque les universités furent mises en place, donc les madaris, les étudiants y étaient admis bénéficiaient d'un enseignement gratuit et d'une bourse pour subvenir à leurs besoins. Après, il arrive aussi que certains n'aient pas forcément besoin de bourse parce que leurs familles étaient des familles qui étaient suffisamment riches pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour qu'ils puissent se concentrer uniquement aux études. C'était par exemple le cas du père de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, où son père était un riche commerçant. Son père était un riche commerçant et son père a pu payer quasi la totalité des besoins de son fils, donc de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, pour qu'il puisse se concentrer uniquement à ses études et qu'il n'ait pas besoin, par exemple, d'aller travailler ou autre, euh, qu'il n'ait pas besoin d'aller travailler, de faire son argent. Mais les bourses étaient quelque chose qui euh, était sur les biens de base, en fait, les besoins de base. Donc, se nourrir, se vêtir, se loger. Pour tout ce qui est, par exemple, l'acquisition de livres ou euh, l'acquisition de certains matériels pour les études, c'était pas forcément pris en compte dans les études. Donc, il est vrai aussi que certains étudiants qui avaient une origine peut-être un petit peu plus modeste ne pouvaient pas forcément, par exemple, euh, payer ce matériel, avoir des parents qui puissent payer les livres ou le matériel pour leurs études. Du coup, bah, généralement, ils travaillaient. C'est pour ça aussi que dans les madaris, il y avait tout ce tissu un petit peu social et économique qui se créait autour des madaris. Pourquoi? Parce que bah, certains étudiants pouvaient justement faire un peu de commerce, faire un petit peu de commerce, ou s'ils étaient doués et que ils arrivaient à trouver un mécène, parce qu'il y a aussi toute une question du mécénat aussi à prendre en compte, bah, donner des cours pour des jeunes pour financer justement leurs études à côté. Ou certains s'orientaient vers le commerce, etc., justement pour acheter des livres ou du matériel pour justement avancer dans leurs études. Le mécénat est quelque chose qui était très important en fait dans l'enseignement et l'organisation du monde musulman. Donc, il devait seulement être sérieux, se plier à la réglementation de l'établissement qui stipulait surtout le respect d'autrui et la réussite dans ses études, le sérieux dans ses études. Bon, en fait, c'est encore le cas. euh, Par exemple, en France, t'es boursier, t'as une bourse d'études à l'université en France. Bah, et si tu veux justifier et garder tes études, ah, Mohamed, salam alaikum, mon frérot. Alors attends, Mohamed, je vais te mettre modérateur aussi, Inch'Allah. Mettre modérateur aussi, Inch'Allah, mon frérot. Alors, confirmer. Voilà. Donc, quand tu fais tes études en France et que tu as une bourse, pour maintenir ta bourse,
pour justifier le fait que tu reçoives justement cette bourse, euh, tu dois justifier d'assister au cours que tu as inscrit au niveau de ton parcours universitaire. Tu dois justifier de ta présence. Tu dois justifier de ton sérieux. Tu dois justifier de ton sérieux à tes études, etc. Parce que sinon, bah, c'est quelque chose de normal. Tu ne peux pas profiter de la bourse si à côté tu ne vas pas au cours, tu es en retard, euh, tu démontres aucun effort au niveau de tes examens, etc. C'est quelque chose de normal qu'on t'abaisse la bourse ou qu'on te l'enlève si tu as un certain nombre d'absences, un certain nombre de retards, que tu, tu as des mauvaises notes, une mauvaise moyenne, c'est quelque chose de normal qu'on t'enlève ta bourse. Et attention, quand je dis tu as une mauvaise moyenne, on te retire ta bourse, c'est pas dans le sens tu as des difficultés et t'as du mal tu as des difficultés, mais tu montres à côté du sérieux. Ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés euh, dans ses études, de pas forcément toujours avoir des bonnes notes. Ça arrive. Mais, à minima, si, à minima, si tu ne démontres pas, si tu ne démontres pas du sérieux et de l'écoute, si je puis dire, de l'écoute et du travail dans tes études, à quoi ça te sert d'avoir une bourse? Tu demandes une bourse parce que tu n'as pas les moyens pour accéder à tes études et pour faire tes études. Si en plus de ça, tu ne travailles pas, tu fais n'importe quoi et juste tu profites de l'argent de ta bourse, pour moi, c'est quelque chose de complètement normal qu'on te la retire. D'accord? Si par contre, tu as des difficultés, mais que tu fais des efforts, tu es à l'heure à tes cours, tu travailles, tu poses des questions, mais que tu as des difficultés, c'est normal de te maintenir ta bourse. C'est quelque chose de normal. Il faut savoir que la bourse dans le monde musulman était de deux sortes. La bourse publique qui était tirée du Beit al-Mal, ou du Waqf, et donc des revenus générés par le Waqf liés à la madrasa, soit une bourse privée, généralement avec des mécénats privés. Et le mécénat privé demande aussi un certain nombre de droits et de devoirs que tu dois rendre vis-à-vis de ton mécène. Et généralement, parmi les devoirs que tu dois rendre vis-à-vis de ton mécène, c'est, comme la bourse de manière générale, de un, être sérieux dans tes études, de deux, produire un travail conséquent, ou de trois, donner, par exemple, si ton mécène a des enfants, par exemple, parmi ton, euh, si ton mécène a des enfants, donner, par exemple, des cours particuliers à ses enfants. Est-ce que les bourses diffèrent selon les notes? Euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, au niveau des recherches, en fait, c'est pas réellement les bourses diffèrent en fonction des notes en soi. Mais les bourses vont différer en fait en fonction des besoins de l'étude. Bien sûr, si tu as un bon élève, tu vois, si par exemple tu as un bon élève, t'es parmi les premiers, euh, t'es parmi les premiers de ta classe, etc., et que tu vas aller plus loin, tu vas avancer plus loin, etc., oui, ta bourse peut augmenter à ce niveau-là. Mais en soi, c'est plus parce que tu démontres une forme, entre guillemets, de supériorité dans ton travail. Après, tu peux aussi avoir des bourses qui augmentent où tu es dans la moyenne normale,
Mais ton mécène ou les administrateurs de la madrasa remarquent que tu as peut-être moins de moyens que les autres, c'est un petit peu plus difficile pour toi d'arriver à lier tes études avec de lier tes études en fait avec tes besoins quotidiens et du coup on peut augmenter ta bourse, ton mécène privé ou la madrasa peut augmenter ta bourse pour justement que tu puisses être tranquille et serein et te concentrer dans tes études. Et que tu n'aies pas à réfléchir à vas-y, il faut que je me fasse de l'oseille à côté, tu vois. Donc reprenons. Donc le corps enseignant se composait de professeurs, d'assistants et de lecteurs. Ces derniers assuraient le tutorat, rôle d'un corps enseignant réactualisé dans nos universités modernes, car il permet un soutien aux étudiants qui les aide à mieux réussir. Donc par exemple, professeur, assistant et lecteur. En fait, et ça c'est encore quelque chose qui est en place à Al-Hazar, pour connaître des frères qui ont fait, par exemple, leurs études à Al-Hazar. En fait, tout professeur a un élève euh, qui est assez proche de son professeur, qui, euh, qui est assez proche de son professeur, qui est assez, si je puis dire, avancé. Derrière, le, cet élève-là, en fait, est prédisposé à prendre si je puis dire, le relais de son professeur. En cas d'absence de son professeur ou d'un nombre, euh, quoi? Attends. Un 4-7 code. Attends. Est-ce que t'es, est-ce que t'es celui que je pense, frère? Si t'es celui que je pense, Allahumma barik, mon frérot, Wallah, ça fait tellement plaisir de te voir ici. Qu'Allah te préserve et t'honore, mon frère. Si t'es celui que je pense, qu'Allah te préserve et t'élève, ça fait vraiment plaisir de te voir ici. Du coup, reprenons. Wallah, vous savez même pas comment ça fait plaisir. Euh, du coup, ce que je disais, non, il n'y a pas de problème, t'excuses pas. Mais si c'est toi, envoie-moi un message en privé, envoie-moi un message en privé si c'est toi, mon frérot. Tu m'envoies un message privé, comme ça après, quand je verrai le message et que j'ai vu que c'était toi, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, justement, cet élève un petit peu proche, qui est, euh, on va dire un petit peu ils ont repris quoi? L'assistant du professeur permet de faciliter le professeur lorsque sa classe, le nombre de ses élèves est important. Du coup, lui, il peut prendre une partie des élèves pour transmettre le programme du professeur ou les enseignements du professeur. Et généralement, c'est des nouveaux, c'est des gens qui viennent d'arriver dans l'assise du prof, ou alors prendre un petit groupe d'élèves un petit peu en difficulté pour que le professeur derrière puisse avancer avec ceux qui ont un peu plus de facilité. Et généralement, c'est un élève qui est choisi par le professeur de par ses capacités, de par sa supériorité dans la euh, mémorisation, la connaissance, la transmission, etc., par rapport aux autres. Et généralement, l'assistant devient par la suite l'héritier, si je puis dire, ou celui qui prend la relève
sur son professeur lorsque son professeur souvent est trop âgé ou que son professeur, par exemple, doit s'absenter. Et donc, le lecteur, c'est des fois, par exemple, c'est l'imam Malik qui travaillait comme ça. L'imam Malik enseignait comme ça. Rahmatullah alayh. Wa alaykoum salam, Mohaye. Wa fik, mon frère, Allah yibarak fikoum et toi pour le commentaire. Du coup, euh, le lecteur, généralement, par exemple, dans les assises de l'imam Malik, lorsqu'il transmettait le hadith, ce n'était pas lui qui lisait le hadith. C'était pas lui qui les lisait. C'était des élèves qui étaient sélectionnés pour ça. Alors que, donc c'est dans ce sens où on dit, il y a des lecteurs. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément l'enseignant qui va lire le livre de référence, qui va transmettre les sources de référence. Lui, il va plutôt les commenter, etc. Donner le sens qui est voulu par le texte. Parce qu'en soi, chez nous, à l'Usunna wal Jama'a traditionnel, nous, c'est pas le texte en soi qui est important. On peut citer je sais pas combien de hadiths, on peut citer je sais pas combien de versets du Coran, de paroles de ulama, mais, enfin, les paroles de ulama, généralement, voilà, c'est autre chose. Mais pour ce qui est des hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des versets du Coran, des paroles des salaf salih, des compagnons, radiallahu anhum, etc., c'est pas ça, en fait, c'est pas le texte en soi, la parole en soi qui est important. C'est la compréhension qui est transmise à partir de ce texte qui est importante. C'est ça ce qu'on appelle le dalil. C'est pas le texte en soi. Et pour que ce texte devienne un dalil, il faut que la méthodologie de compréhension du texte soit agréée par la tradition qui est voulue de compréhension du texte en fonction de là où tu es, et notamment des Sahaba. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 4 écoles juridiques. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'ont eu les imams fondateurs des 4 écoles est une compréhension qui a été transmise par leurs enseignants et que leurs enseignants ont reçu de leurs enseignants et que, en fonction de la personne, soit ils ont reçu directement de certains sahaba, par exemple l'imam Abu Hanifa, ou d'élèves, des élèves des sahaba, mais dans tous les cas, cette transmission-là vient d'une transmission de compréhension qui a été transmise par les sahaba. Et sachant que les Sahaba ont été éduqués par la meilleure des créatures qui ait foulé la terre, c'est-à-dire le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, donc forcément, cette compréhension-là, elle est pure, puisque les Sahaba eux-mêmes ont été éduqués, ont eu cette éducation à la fois spirituelle et intellectuelle du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Donc le lecteur, généralement, le lecteur permettait à l'enseignant de pouvoir se concentrer sur l'explication et de pouvoir développer autour de l'explication du texte. D'ailleurs, une anecdote, comme je le disais, par exemple, dans les assises de sciences, dans les assises de hadith de l'imam Malik, c'était pas l'imam Malik lui-même qui lisait et qui transmettait le hadith. L'imam Malik, lui, s'occupait de l'explication et de ce qu'il fallait être compris par le hadith. Donc, un homme qui vient de Perse, donc une petite histoire, un homme vint de Perse pour aller à Médine dans les assises de hadith de l'imam Malik. Parce que c'était une des références à ce moment-là.
L'imam Malik était une référence dans le hadith, dans le monde musulman. Et donc cet homme vint de Perse, donc voyage de la Perse jusqu'à Médine, et va dans les assises de hadith de l'imam Malik. Et comme je l'ai dit plus tôt, la règle chez Malik, c'est que c'est pas Malik qui lit directement le hadith, c'est ses élèves. C'est un de ses élèves trié sur le volet. Et donc l'homme s'assoit, enfin vient à l'assise de science, et à un moment, il interpelle Malik, l'imam Malik, rahmatullah alayhi directement, en disant, Ya Malik, transmets-nous le hadith. Sauf que la règle était établie, que c'était comme ça. Malik, sachant qu'il avait des assises de sciences euh, énormes, il faisait, il faisait pas forcément la différence entre des élèves qui sont habitués à sa méthodologie et des gens qui ne sont pas habitués, qui viennent de commencer. Et donc, Malik, qui voit ça, manque de adep total. Du coup, il dit à ses élèves, attrapez-le et mettez-lui 40 coups de bâton. C'était comme ça. C'est la règle. Tu déroges pas à la règle. T'as un règlement dans une école, tu déroges au règlement, t'as une punition. C'était la même chose. Du coup, les élèves chopent, ils mettent les 40 coups de bâton à l'homme, et là, il interpelle Malik en disant, il y a Malik, t'as été injuste. Parce que moi, je viens de Perse, je connaissais pas la règle chez toi, je connaissais pas la règle, euh, t'as été injuste envers moi. Il fait, ok, d'accord, très bien. T'as reçu 40 coups de bâton pour ça? Voici 40 hadiths qu'il a transmis directement à cet homme. Donc, cet homme, en contrepartie, qui est venu pour apprendre le hadith auprès de Malik, a reçu 40 hadiths directement de la bouche de Malik. Alors que certains élèves de longue date de l'imam Malik n'ont pas eu cette chance-là. C'est pour ça, quand vous regardez toutes les histoires d'organisation, de comment est-ce que l'enseignement, qui soit théologique, religieux, mondain, etc., s'est transmis dans le monde musulman, différentes anecdotes comme ça, ou même euh, des histoires de mécènes, etc., de mécénat, en fait, vous vous rendez compte que, mis à part peut-être certaines choses qui sont intrinsèquement liées à une mentalité et une culture donnée, entre guillemets, il y a peu de choses qui diffèrent, en fait, des réalités qu'on peut vivre, nous, dans nos études aujourd'hui. Quelqu'un qui déroge au règlement, qui ne respecte pas le règlement, qui ne respecte pas l'organisation du cours telle qu'elle est faite par le professeur, a reçu une punition, c'est quelque chose de normal. Euh, le cadre des bourses, de demander le travail, des fois, tu vas avoir des professeurs avec qui tu vas avoir une certaine affinité, qui des fois vont te proposer un accompagnement un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus spécifique et un petit peu plus intimiste, etc., etc. Tout ça sont des choses qui sont, si je puis dire, un urf, donc une norme sociale dans l'histoire de l'enseignement. Donc ces derniers, donc les lecteurs, assuraient le tutorat, rôle d'un corps enseignant réactualisé dans nos universités modernes. Donc les différents, donc les professeurs, les assistants et les lecteurs assuraient le tutorat, donc l'accompagnement dans l'étude, rôle d'un corps enseignant réactualisé dans nos universités modernes, car il permet un soutien aux étudiants qui les aide à mieux réussir. Donc, comme on l'a vu, même s'il y a des choses qui sont peut-être spécifiques, vraiment, qui sont spécifiques à la réalité du temps où il y avait ces enseignants, etc., avec la méthode de ce temps, etc.,
Mais si vous regardez l'application générale et l'organisation générale, c'est encore quelque chose, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, petit talibé. C'est quelque chose qui est aujourd'hui encore utilisé et organisé de nos jours comme ça. Donc la madrasa ou université était dirigée par un président ou un recteur, aidé par un directeur, par un secrétaire et le personnel divers. Par exemple, les responsables de l'entretien de l'établissement et du bien-être des étudiants et des enseignants. Par exemple, tout ce qui est médecin, cuisinier, coiffeur, gardien, etc. Voilà. Alors, est-ce que pour l'instant, alhamdoulilah, je suis musulman. Euh, alors, est-ce que pour l'instant, il y a des questions ou pas? Sinon, on continue pour faire nos 1 heure, Inch'Allah. Moi, je suis Hanafi. Comment ça se passe avec les autres? Comment ça se passe avec les femmes? C'est-à-dire petit talibé. J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux reformuler ta question, petit talibé, s'il te plaît? Ah, l'éducation. Bah, en fait, à peu de choses près, euh, c'était la même chose que les hommes, à peu de choses près. Euh, dans les Koutab, donc plutôt l'équivalent de collège, lycée, etc., les garçons et les filles apprenaient ensemble. Euh, donc l'éducation avec les femmes, ça se passait comment? En fait, de manière générale, les garçons et les filles avaient les mêmes enseignements. Tu n'avais pas un enseignement qui était spécifique aux hommes, spécifique aux femmes. Pourquoi? Parce qu'avant tout, l'enseignement, par exemple, si tu prends les comptables, l'enseignement qui était transmis était principalement pour que les élèves aient toutes les armes intellectuelles et théologiques nécessaires pour s'intégrer dans la société, en tant qu'homme ou femme. Sachant que, euh, c'est le délire, c'est que le délire que tu as aujourd'hui, où par exemple, tu as des hommes qui ont honte dans Babut Tahara, donc le chapitre de la purification, dès qu'on rentre dans les détails de quand est-ce qu'on prend le rose, etc., etc., donc tout ce qui est les questions aussi dues aux menstrues ou au lochi des femmes, ne veulent pas écouter. Alors que ça, c'est une responsabilité qui normalement incombe au père, de transmettre le, ce qui est obligatoire à ses enfants, notamment à ses filles, même en matière euh, d'intimité féminine. Donc, pour le droit de faire au niveau de l'intimité féminine. Donc, en fait, les cours étaient, euh, là, par contre, ouais, là, normalement, je réponds pas aux questions de droit, mais normalement, non. Euh, normalement, non, tu peux pas prier en français. Tu peux pas prier en français.
Après, là, tac, tac, tac. C'est quoi? Envoie-moi un message en privé sur TikTok, Inch'Allah. Euh, Envoie-moi un message en privé parce que j'ai pas forcément envie de te poser euh, des questions personnelles en, en live en public. Envoie-moi un message privé, Inch'Allah, sur TikTok et derrière, on va essayer de t'aider, de t'accompagner au mieux, Inch'Allah. Mohim. Du coup, pour reprendre la question de Petit Talibé qui était, euh, pour reprendre la question de Petit Talibé qui était comment étaient dispensés les cours pour les garçons et les filles, c'était le même programme en fait. C'est juste, il y avait une séparation entre d'un côté les garçons et de l'autre côté les filles. Soit les garçons étaient devant, les filles étaient derrière, soit c'était d'un côté et de l'autre. Pour ce qui est des madrasas, c'était à quelque chose près la même chose. Il y avait une séparation entre les filles et les garçons, une séparation physique. Maintenant, il arrive que aussi dans certaines matières, par exemple tout ce qui est lié à la médecine, etc., les cours soient mixtes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on est dans un cadre de, il faut aussi avoir cette pratique-là. Il faut avoir un cadre pratique et un cadre de, euh, on va parler un petit peu, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Par exemple, pour ce qui est de l'auscultation, d'ausculter, t'es obligé, t'es obligé de pratiquer. Donc, tu ne peux pas forcément organiser, tu ne peux pas forcément organiser un cours séparé pour les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Donc, généralement, pour tout ce qui était cadre de médecine, tout le monde était logé à la même enseigne. Maintenant, pour ce qui est des cours où tu peux te permettre d'avoir une séparation, tu as une séparation. Après, pour ce qui est, par contre, euh, des cours, si tu prends en exemple, euh, si tu prends en exemple certaines oustadas, donc certaines professeurs féminines qui transmettaient des fois le hadith ou autre aux enfants, en dessous de l'âge pubère, donc en dessous de l'âge nubile, en gros, à partir du moment où ils sont pubères, donc ils sont officiellement reconnus comme adultes, oui, les enfants pouvaient être mélangés. Mais à partir du moment où il y a puberté, donc passage à passage à l'âge adulte, au niveau de ton corps, etc. Donc forcément, ouais, là, ta séparation parce que d'un point de vue religieux, c'est pas bon. Mohim. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. S'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va s'arrêter. Non, il n'y a pas de problème, petit talibé. Wa alaykoum salam. Non, je fais monter personne.
Non, mais c'est surtout que je fais pas monter les gens, petit talibé, en fait. C'est pas, s'ils veulent discuter, débattre, il y a d'autres comptes pour ça. Ici, c'est pas un compte qui est fait pour ça, tu vois. Donc, si c'est bon, on s'arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة